demandé de traiter de ce sujet, je commençais à faire un sondage autour de moi, savoir ce que les autres pensaient. Et très vite, les conversations ont commencé à tourner vers des considérations d'hommes et de machines. Parce que bon, le développeur, c'est celui qui sait parler aux machines, mais bon, d'un autre coup, on passe son temps à parler aux hommes. Et c'est un travail compliqué, parce que comme en tant qu'homme, vous le savez, tout votre quotidien est lié à l'intuition, l'imagination, des changements dans les idées, des points de vue, mais aussi des erreurs et des apprentissages quotidiens. C'est pour ça que l'écologie ou l'évolution, comme parlait Charlie, nous a amené vers une vitesse d'adaptation aux situations. Donc on a des bonnes machines à s'adapter aux situations. Mais de l'autre côté, quand on parle des machines, ces bouts de silicium et de ferraille qu'on doit traiter avec, ils sont très pointilleux sur les détails insignifiants, les virgules, les espaces, les octets, les bits, les pixels, les formats. Ils sont faits de précision artificielle, mais c'est grâce à cette précision artificielle qu'ils sont capables de faire très vite. Et en gros, c'est eux qui répètent les choses. Vous ne devez pas répéter quoi que ce soit. S'il y a quelque chose à répéter, c'est aux machines de répéter. Ils savent, ils sont faits pour la répétition. Nous, on les fait plutôt pour la créativité. Et donc, il faut faire parler ces deux choses ensemble. Et on a, grosso modo, deux voies. La première, c'est de tenter de rigidifier les hommes. Vous allez voir, historiquement, c'est ce qu'on a commencé par faire. Et puis la voie d'après, c'est tenter d'assouplir les machines. C'est ce que je vais vous proposer qu'on fasse. Alors, pour dire rigidifier les hommes, il y a une idée qui est pas si idiote que ça, c'est de dire que tant qu'on n'analyse pas quelque chose, on ne peut pas commencer pour le concevoir. Tant qu'on ne l'a pas conçu, on ne peut pas commencer à le développer. Tant qu'on ne l'a pas développé, on ne peut pas le recéter. Tant qu'on ne l'a pas recété, on ne peut pas le déployer. Donc il y a un sens dans l'ordre des choses et il faut le faire comme ça. Alors en fait, pratiquement, ça n'a jamais été fait comme ça. Cet exemple a été donné dans un article en 1970 par un gars qui travaillait chez Lockheed pour dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et du coup, personne ne le faisait comme ça. Plutôt, les gens, depuis toujours, avaient tendance à faire un développement par lot. Donc en gros, ils avaient cassé ça en petits morceaux. Donc on fait analyse, conception, développement, déploiement. On fait genre 6 mois, et puis on fait 6 mois autres. Bon, ça ne donnait pas de bons résultats. Du coup, on a essayé d'améliorer. C'est là où l'agilité a commencé à apporter son grain de sel. Donc, il y a eu des valeurs agiles qui ont été un jour, Charlie l'a dit, en 2001, mises en place. Donc, des développeurs se sont réunis et ils ont dit que voilà leur charte. Ils préfèrent les interactions humaines sur les process et les outils. Alors moi, ça me dérange personnellement, ce point-là. Parce que process et outils, c'est le boulot. L'ordinateur, c'est un outil. Le logiciel qu'on va développer, c'est un outil. On ne peut pas dire que c'est accessoire. L'outillage est essentiel et on ne peut pas les opposer. Il faut qu'ils se marient ensemble. Et ce n'est pas que l'un à la place de l'autre, c'est l'un avec l'autre. Maintenant, sur les autres points, on est en phase. Évidemment qu'un logiciel doit plutôt fonctionner qu'autre chose, que les utilisateurs doivent collaborer, et on doit pouvoir changer parce que plein de raisons qu'on vous a évoquées précédemment. Du coup, le schéma change, et quand on pratique, on a les pratiques agiles, on fait l'analyse, la conception, le développement et des recettes de façon plus régulière. Néanmoins, tout à l'heure Charlie vous parlait de quelques semaines, néanmoins on a
on a des rythmes de plusieurs semaines. Et on ne peut pas dialoguer imaginez quand on parle avec quelqu'un, on a une conversation, on doit dire une phrase, attendre une semaine pour qu'on reçoive la réponse, puis attendre une semaine pour redonner la réponse. Ça ne marche pas, on a un problème de communication qui va coincer. Du coup, cette approche-là, qui d'ailleurs est considérée comme étant une approche qui doit se faire en petit comité et autres, ça se trouve que dans d'autres circonstances, dans d'autres lieux, notamment chez Toyota, ils avaient depuis bien plus que 10 ans mis en place un système qu'ils ont appelé Lean. Et l'idée, c'était chez eux de pouvoir travailler en flux tendu. Donc ils avaient considéré un des points importants de leur approche, le Eliminate Waste, c'est de éliminer tout ce qui est totalement inutile dans le produit final. Donc eux, ils fabriquaient des voitures, et du coup, ils se sont dit, par exemple, avoir des stocks n'a aucune valeur pour le client final. Grosso modo, ils aimeraient bien que le client arrive, il donne ses caractéristiques, la voiture, le cylindré, le type de siège, les options et autres, et hop, on fabrique la voiture. Donc en gros, l'usine est conçue pour pouvoir livrer sans être obligé de faire des stocks. Parce que le stock était un des déchets. Alors on va voir en informatique, on a plein de déchets aussi. Et du coup, est-ce que c'est une création de valeur ou plutôt élimination de déchets? Moi j'opterais plutôt pour l'élimination de déchets. Et du coup, on va voir avec les approches Lean. On est dans cette idée que les rythmes, elle est continue. C'est un peu comme quand on respire. On ne dit pas qu'on a des cycles de respiration et que quand on a fini un cycle, on commence un autre. On le fait, on ne le sent pas. Il est un peu... L'acte de respirer fait partie du mouvement. C'est fluide. Le rythme est très... Les cycles sont très petits. C'est de l'ordre de l'heure et pas de semaines. Comme ça, quand il y a quelque chose qui est exprimé, une heure après, on peut voir le résultat de cette expression. Si quelque chose prend une heure pour être exprimé, il doit prendre une heure pour être développé et rendu visible. C'est ça l'esprit Lean et fluide. Alors, les deux approches mettent l'accent sur les interactions humaines. Bien sûr, c'est nécessaire. Ils mettent l'accent sur l'expérimentation, l'apprentissage, puisqu'on va se tromper souvent. C'est une constante. Donc on doit pouvoir changer. Mais ils ont aussi des différences. Typiquement, dans l'approche Lean, Toyota, l'outillage était important pour eux. Ils ont dit que pour arriver à fabriquer une voiture à la demande, dès que les options, dès que les choix ont été faits par l'utilisateur, en gros, une heure après, on veut que la voiture sorte de l'usine, il faut qu'on ait une usine qui a été pensée pour pouvoir faire ce truc-là. Il y a tout un outillage qui a été mis en place pour pouvoir délivrer vite les choses. Et c'est la principale différence entre les deux approches. Donc on a parlé beaucoup d'agile et de Lean ce matin, mais en fait, la chose la plus importante, les valeurs sont les valeurs que votre produit va apporter. Ce ne sont pas des valeurs théoriques où je vais aller vite, je vais faire des réunions tous les matins, ou je vais utiliser telle méthodologie ou telle autre. Votre produit va ramener une valeur, et c'est ça le plus important. Comment arriver à le mettre en place très vite. Alors, Guilhem l'a dit, d'autres l'ont dit, il y aura, cette courbe peut-être vous la connaissez, il y a quelque part par ici un espèce d'abîme, le chasm, ça s'appelle, qu'il faut arriver à le franchir, et on le franchit mieux si on va à l'encontre de ses clients, si on sait ce qu'ils veulent, si on est en négociation constante avec eux, si on peut changer et revenir sur les idées initiales. Donc, le développement, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans le garage, c'est quelque chose qui se fait en communication intime avec les gens qui vont utiliser le système. Donc, le produit qui va être développé, ce n'est pas l'aboutissement du processus, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit là dès le début, parce que ça va être un catalyseur de plein de choses, notamment d'idées,
Parce que si on n'a pas un produit qui fonctionne devant ses yeux, bah, on a moins d'idées que si on l'a fonctionne. Les imaginations, quand on voit la chose, on peut dire « Ah, bah, on aimerait bien que ça soit plutôt à gauche, plutôt à droite, que telle chose se passe plutôt avant ou plutôt après. » Donc, en gros, l'imagination est nourrie par un produit qui fonctionne et pas l'imagination qui permet de faire fonctionner un produit. Donc, le produit doit être au début l'écoute. Quand on va entendre quelqu'un, donc l'humain va vous parler, votre client, votre fournisseur, votre collègue va vous parler, va vous dire des choses, vous allez le traduire en langage de silicium, pour s'assurer qu'il y a bien eu écoute, qu'on a bien entendu et qu'on a bien pu répondre. Il faut que ce cycle soit extrêmement court. On ne peut pas le faire à des semaines d'intervalle. Il faut que ça soit à des minutes d'intervalle pour pouvoir faire très très vite. Donc, le produit, il faut qu'il sorte le premier jour. On commence à développer, le premier jour, on a une fraction du produit. Une fraction du produit qui marche. Alors, tout à l'heure, je crois que c'est Guilhem qui disait qu'il faut faire une maquette, faites une maquette. Effectivement, dans l'esprit quand quelqu'un construit un bâtiment, effectivement, il fait une maquette. Parce que son bâtiment, il ne veut pas le construire le premier jour, il va faire sur sa maquette, il va montrer plein de choses, il va faire son expérience dessus. Quand Intel fabrique un nouveau processeur, ils conçoivent le nouveau processeur, ils ne vont pas l'acouler dans le silicium parce qu'il n'est pas encore conçu, du coup ils font des simulateurs. Et quand vous faites le logiciel il est l'autosimulé, il n'y a pas de matière, on n'a aucune contrainte. Oui, les briques doivent être posées, il y a des pressions et des poids et des températures qui vont les affecter. Le logiciel est la souplesse absolue. On n'a pas besoin d'un simulateur pour simuler le logiciel, c'est lui-même son simulateur, il faut qu'il fonctionne dès le début. Du coup, faire une maquette pour du logiciel, c'est un peu bizarre. Parce que le logiciel sert à faire à démonstrateur ou maquette pour d'autres outils. Pour quand c'est lui-même, il faut que ce soit le produit lui-même qui sert d'utilisation. Et on peut le sortir le premier jour. Ce cycle, j'ai dit un jour, mais un jour c'est encore trop long, c'est une heure. C'est une heure. Une idée s'exprime, l'heure d'après, il se voit. C'est ça ce qui doit être visé. Maintenant, on a parlé que le développeur était créateur de valeur. Alors, j'ai beaucoup de mal à séparer le développeur qui est en moi de l'entrepreneur qui est en moi ou de l'administrateur ou le commercial qui est en moi, parce qu'ils sont tous en moi. Une start-up avec Nicolas, on est deux, donc on n'a pas d'équipe de marketing, on doit faire toutes les opérations, en plus il faut répondre au téléphone en même temps. Donc, distinguer les rôles est un peu déjà difficile. Mais néanmoins, il y a deux rôles ici, le développeur et l'administrateur, qui collent bien à ce que je veux raconter. Tout à l'heure, Jean disait que le cloud, c'est de l'agilité, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Typiquement, un administrateur qui fait bien son boulot, qui est parfait, c'est quelqu'un que vous ne rencontrez jamais. Parce qu'il a bien fait son boulot, tout marche bien, la sécurité, les communications, les échanges. Donc, en gros, en faisant bien son boulot, il a réussi à s'effacer complètement. Et le cloud, c'est l'ultime effacement de l'administration système de l'informatique. Il est parti ailleurs, quelque part, vous ne savez même pas, vous ne voulez pas le savoir. Les machines sont le boulot de quelqu'un d'autre. Ils s'en occupent, ils s'en occupent bien, et ils le font tellement bien qu'ils se sont fait oublier. Donc, quelque part, le développeur, son excellence viendra du fait qu'il se fera oublier son existence, oublier les difficultés que les machines et le code posent pour amener à l'agilité dont on parle. Donc, la question vous a été posée tout à l'heure déjà, je le repose parce que moi je n'ai pas vu toutes les réponses. Y a-t-il beaucoup de développeurs dans la salle? Une bonne moitié, donc c'est bien. Vous connaissez du coup votre activité, votre quotidien. Mais pour ceux qui ne sont pas développeurs,
je vais essayer de résumer rapidement cette activité. C'est analyser, concevoir, penser et coder. Alors, les trois premiers sont des activités humaines que d'autres font. Les peintres le font, les architectes en bâtiment le font, les électroniciens le font, les médecins le font. Coder est le seul caractéristique qui est un peu propre aux développeurs. Et on va voir que c'est le seul qui est un peu source de problèmes. Parce que cette artificialité de communication avec la machine se présente dans le code. Et du coup s'il y a une faille dedans, ça coince très vite. Et du coup, il faut le considérer, je le considère comme étant le déchet qu'il faut que le Lean l'élimine. Donc, analyser a besoin de connaître les situations, les usages, les lacunes et les insuffisances des choses d'une situation pour pouvoir l'améliorer, amener de la valeur et dire que voilà, on corrige ça, on améliore ça. Une fois qu'on sait concevoir, il y aura en informatique des données, des traitements, des échanges d'informations à penser. Chacun nécessite des talents, des spécialités. L'interface utilisateur, tout à l'heure on va le faire une démo avec nos amis de PIA. Vous allez voir, ils ont des talents en interface d'utilisateur qui permet de... C'est un travail qu'il faut absolument faire. La valeur est dedans, on ne peut pas le négliger. L'esthétique, du coup les couleurs, il y en a qui savent choisir les bonnes couleurs, d'autres qui ne savent pas. C'est des choses qui doivent être conçues, absolument. Donc il y a de la valeur dedans. Mais il y a des côtés où aucun client ne vous dira, aucun utilisateur ne vous dira, typiquement personne ne vous dira comment s'occuper de la montée en charge, comment s'occuper de la sécurité, comment s'occuper de la redondance, du multilingue, du multitenancy. C'est des détails techniques complètement que le client final, celui qui utilise Facebook, ne sait pas tous les problèmes techniques qu'ils ont réussi à résoudre derrière. Et ça fait partie du travail du développeur d'y penser à ces problèmes-là aussi. In fine, le quotidien du développeur, c'est orchestrer la circulation d'informations entre les hommes et les machines. Voilà là où il y a de la valeur dans cette orchestration de ça. Et dans tout ce qui a été dit jusqu'ici, il n'y a pas de codage. Tout ça peut se faire sans codage. C'est là la valeur essentielle. Coder, donc pour ceux qui savent coder, ils savent exactement ce que c'est, mais ceux qui ne savent pas, voilà l'exemple de donner une adresse à quelqu'un. Vous imaginez bien à quel point c'est fragile. Parce que si la personne vient en métro, en voiture, en vélo, il vient d'un côté ou de l'autre, ce plan-là tombe à l'eau. Il se peut que la boulangerie soit fermée ce jour-là, ou que le gars soit daltonien, il ne voit pas que la couleur de la vitrine, et il se trompe de chemin. Écrire du code, c'est écrire des détails relativement inutiles. C'est quelque chose de fragile. Par contre, nous sommes dans une situation où on a développé des infrastructures énormes, on a mis des satellites en place, on a cartographié la planète entière, on a outillé pour pouvoir faire ce travail rapidement de façon plus agile. Prenez votre GPS, vous rentrez l'adresse dedans, c'est une approche déclarative. Vous exprimez ce qu'il faut, pas les détails nuisibles, mais le but final, et après vous suivez les instructions et vous conduisez la voiture. C'est une approche beaucoup plus robuste et agile aux choses. Donc, je vais vous parler maintenant, pendant le temps qui reste, alors c'est un terme nouveau, architecture as a service. Les termes as a service sont à la mode avec le cloud. Microsoft et Azure sont des plateformes as a service. Vous, ce que vous allez faire sera un software as a service. Et nous, ce qu'on fait, c'est un architecture as a service. C'est l'étape intermédiaire entre les deux. C'est en gros un outillage qui va permettre d'éliminer les détails techniques relativement nuisibles et de permettre d'avoir un rythme de l'heure dans le développement.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, la valeur du développeur et du logiciel développé sera dans ces trois boucles. Les données, la structure des données. Si vous êtes en train de développer le site de la FNAC ou Twitter, vos structures de données sont complètement différentes. Si vous êtes en train de développer un logiciel de livraison de pizza ou un logiciel d'achat de chaussettes rouges, la structure des données seront complètement différentes. Il y a besoin de talent, d'intelligence, de réflexion, de trouver cette structure de données. On ne l'aura pas du premier coup. La présentation, il y a besoin de beaucoup de talent, d'intelligence, de réflexion pour mettre en place une interface utilisateur agréable, jolie, qui fait les choses facilement. On n'a pas besoin de cliquer 12 fois avant d'y arriver. Et puis des traitements, là aussi il y a besoin de l'algorithmie. S'il y a des calculs, typiquement on a un client, Air Liquide, qui fait la livraison de gaz, et donc il doit optimiser le chemin des camions qui livrent le gaz entre ses clients. Donc il y a beaucoup de calculs, des matrices, des inversions de matrices et ce genre de choses dedans. Donc c'est du calcul, il faut le faire. C'est du code qu'il faut écrire, parce que ça se développera tout seul. Mais tout le reste, beaucoup de code qui est écrit aujourd'hui, c'est du code de liaison entre les systèmes de stockage, la communication des données et les présentations, la communication entre l'interface utilisateur et les traitements. J'ai envie de cliquer sur un bouton, ça déclenche un traitement quelque part, peut-être dans un autre pays, peut-être dans un autre data center. Et la communication entre le code de traitement, de calcul qui a été écrit, si jamais il y en a, et les données, doivent agir sur ces données-là. Tous ces codes de liaison, il n'y a relativement aucun talent dedans à l'écrire, puisqu'elle est invariante. C'est la même chose pour le site de la FNAC, c'est la même chose pour Twitter, c'est la même chose pour Facebook, c'est la même chose pour une appli de livraison de gaz. C'est de l'information qu'on sort d'un endroit, on achemine sur des réseaux, on affiche sur des écrans. Le travail technique d'acheminer les octets n'est pas un travail qui a de la valeur, puisqu'il y a des invariants prévisibles, prévus, et on sait comment le faire. Il faut l'avoir fait une fois pour toutes. Alors nous, avec notre outillage, on propose d'éliminer ces éléments, pourvu qu'on offre un moyen de communication aux développeurs, au système, pour qu'ils puissent correctement faire le boulot. Donc les données, il faut le concevoir. Le schéma des données sera simple ou complexe. Ça prendra du temps à le trouver, on ne l'aura pas du premier jour, on commencera par un bout, puis on rajoutera au fur et à mesure des échanges. Mais c'est un travail déclaratif. C'est un peu comme dans le GPS, on dit que voilà, on veut aller à telle adresse. Ici, on va dire que voilà, on veut qu'il y ait nom, prénom et date de naissance, une adresse de livraison, un numéro de téléphone portable, un numéro de téléphone fixe. Donc la structure des données, la structure de l'information, il faut qu'il soit pensé. On le pense avec un outillage relativement graphique, déclaratif. C'est pas du code. Les interfaces utilisateurs, les services, on les écrit. Maintenant, les interfaces utilisateurs, si on est dans le cadre d'appli Windows Desktop classique, c'est certains outillages qu'on s'en sert. Si on est dans le cadre d'appli web, c'est d'autres outillages qu'on s'en sert, mais in fine, penser l'interaction de l'utilisateur, c'est ça là où il y a besoin de réflexion. Elle est totalement indépendante de la technologie sous-jacente. Et puis les liens, on peut les éliminer. Puisque une fois qu'on sait quelle est l'information, quel est l'écran, quel est le traitement, la partie qui n'a besoin de talent et de savoir-faire informatique, les liaisons, le stockage, que ce soit une base relationnelle, que ce soit un fichier, que ce soit du NoSQL dans Azure, ça nous est complètement égal. Les détails d'acheminement des octets, un robot peut prendre en charge le travail. Nous, chez Aspectage, on a développé ce robot-là. Il est capable, sur vos instructions, en décrivant la structure des données, en décrivant la structure des interfaces utilisateurs et en écrivant le code de calcul, si jamais il y en a. Donc pas mal d'applications, il n'y a même pas de calcul.
Dans une appli de CRM, par exemple, quasiment aucun calcul. Donc quand il n'y a pas besoin de calcul, ce n'est pas la peine de coder. Quand il y a besoin, on le code. Il y a du code où on peut avec pour une validation. On peut dire que voilà, une adresse email, il doit avoir une certaine tête. Donc le code de validation est du code intelligent à écrire. Si dans un gestion de stock, il faut valider qu'avant de livrer, il faut s'assurer que dans le stock, il y a des produits, ça c'est un traitement à faire, il faut le faire, mais nulle part il est intéressant d'appeler ce traitement. Les traitements pourront être appelés automatiquement du moment où on a dit que voilà le traitement que je veux qu'il soit fait quand l'appli sera en route. Donc voilà, je ne sais pas, il me reste encore du temps. Donc grosso modo, l'évolution de l'informatique ces dernières années, c'est du vers du SaaS. Ça passe par des étapes. Avant le PaaS, il y a le IaaS, c'est ce que fait Amazon, qui vous loue des machines. Bon, ça facilite déjà des choses puisqu'on n'a pas besoin de les acheter, on les a louées, et il faut néanmoins les administrer et autres. L'étape d'après, c'est de faire du PaaS, c'est ce qui est fait avec Azure. On n'a même pas besoin de les administrer, ils sont déjà administrés. L'étape d'après, c'est que toute la tuyauterie technique, la partie invariante du code, ce n'est pas la peine d'écrire non plus. Il est écrit, on l'a écrit, vous pouvez nous l'acheter ou la louer. Et reste l'essentiel, là où la valeur métier, là où il y aura une souffrance qui sera résolue parce que vous avez eu une bonne idée et que vous avez pu créer le logiciel qui résout ce point de souffrance, c'est SaaS et c'est votre boulot.